Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 1083 de One Piece. Alors, le plan de Monkey D. Dragon, Shanks et les Chevaliers Divins, la vérité sur la rêverie et la mort de Cobra, on va parler de tout ça et plus encore ensemble. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour nous encourager, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo, vous pouvez vous abonner pour rejoindre l'équipage et mettre la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, déjà, je pense qu'il faut parler de la page de couverture, où après Crocodile qui protégeait un chiot de la pluie au chapitre 860, c'est cette fois Doflamingo qui, à son tour, soigne un oisillon et lui fait un nid avec sa cape. Du coup, comme par hasard, juste après le chapitre sur la Cross Guild qui rejoint la course pour le One Piece, Oda nous fait une cover avec Doflamingo, parallèle à celle de Crocodile. Je ne pense pas que c'est un hasard. Donc à mon avis, on peut se préparer pour un voyage vers Impel Down de Crocodile et la Cross Guild pour secourir Doflamingo. Ça sent le retour à Impel Down cette histoire. Vidéo sur le sujet à venir. En tout cas, belle cover page, ça fait toujours plaisir de revoir Doffy, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur antagoniste du manga. Maintenant, on passe au chapitre en lui-même. Alors, il commence là où le dernier s'était arrêté, avec Sabo qui révèle à Dragon et Ivankov que leur mission à Marie-Joise a été un succès total, qu'ils ont réussi à remplir tous les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Non seulement ils ont déclaré la guerre aux Dragons Célestes en brûlant leur symbole, mais ils ont aussi réussi à récupérer Kuma, même s'il a fini par retourner à Marie-Joise, et ils ont aussi réussi à libérer un nombre maximal d'esclaves. On devine bien sûr que toutes ces actions sont les raisons pour lesquelles les amiraux ont été envoyés les combattre. Mais ça, on y reviendra plus tard. En plus de ça, Sabo et son groupe ont même pu détruire les réserves alimentaires présentes à Marie-Joise, ce qui à la base ne faisait pas partie de leur objectif, mais qui va clairement jouer en faveur de ces derniers. On apprendra aussi que pendant l'assaut de Sabo sur Marie-Joise, Dragon et le reste de l'armée révolutionnaire sont aussi passés à l'action et ont réussi à causer des soulèvements dans 12 nations où ils ont de l'influence. Et sur ces 12 soulèvements, 8 ont été un succès. Le royaume de Lulusia faisait aussi partie de ces 8 nations, mais il a été détruit par Im au chapitre 1060, un accident qui, on l'apprend, a bien sûr été censuré par le gouvernement. Du coup, les 7 royaumes restants, ayant réussi leur soulèvement, auraient alors tous décidé de ne plus payer la tribu céleste, taxe des Tenryubito. Et comme si ça ne suffisait pas, l'armée de Dragon a aussi attaqué les moyens d'approvisionnement de Marie-Joise, en attaquant leurs transporteurs notamment. Ce qui veut dire que non seulement les réserves à l'intérieur de Marie-Joise ont été brûlées par Sabo, mais Dragon s'est aussi assuré que les moyens d'approvisionnement externes soient aussi inaccessibles, condamnant donc ceux qui n'ont aucune honte à manger copieusement en causant pauvreté, oppression et famine, à eux aussi, à leur tour, connaître la faim, sûrement d'ailleurs pour la première fois de leur vie. Et pour ça, je pense qu'il faut savoir saluer l'originalité des révolutionnaires, qui ne se contentent pas seulement de combattre le gouvernement militairement parlant, mais qui ont aussi implémenté des stratégies de guerre élaborées, comme des tactiques de famine. Ce qui en dit long sur le génie de Dragon, et je pense que c'est aussi ça qui fait de lui l'homme le plus dangereux du monde. Donc, pour en revenir au chapitre, bien évidemment, suite aux actions des révolutionnaires, le gouvernement mondial ne va pas rester les bras croisés, et Dragon nous présente une nouvelle faction du gouvernement, appelée les Chevaliers Divins. On ne nous donne pas beaucoup d'informations sur eux, mais on peut remarquer des choses sur la case où ils sont mentionnés et formuler des théories intéressantes. Alors déjà, ils semblent être au nombre de 9, ou alors ils ne sont pas tous présents sur cette case, ce qui voudrait dire qu'ils seraient alors au minimum 9. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que lorsqu'on décompose le nom de leur faction, on se rend vite compte de ce qu'ils pourraient représenter. Au Moyen-Âge, les chevaliers étaient des nobles,
admis dans l'ordre de la chevalerie, et leur rôle principal était de faire la guerre pour agrandir les terres de leur seigneur ou alors de défendre leur territoire. Les chevaliers divins seraient alors une unité de combattants d'élite composée de nobles, donc issus des familles des Tenryubito, qui seraient chargés de combattre pour les intérêts du Gorosei et des dragons célestes. Contrairement aux Cypher Paul, qui eux sont majoritairement chargés des assassinats et de l'espionnage. Leur mission pourrait alors être d'aller combattre les révolutionnaires qui ont attaqué Marie-Joise, ainsi que ceux qui ont attaqué leurs transporteurs, mais aussi d'aller forcer les royaumes rebelles à payer leurs tribus célestes. Ivankov précise aussi qu'après les actions de Sabo lors de la rêverie, avec son nouveau statut d'empereur des flammes, étant celui qui a mené l'assaut sur Marie-Joise et qui a été désigné comme l'assassin du roi Cobra, que Sabo deviendra probablement la cible numéro 1 des chevaliers divins, ce qui pourrait nous permettre, si l'un d'entre eux venait à affronter Sabo, de nous faire une idée de leur niveau. Mais une chose est sûre, concernant ces chevaliers, c'est que Dragon soulève leur importance, en disant que c'est lorsque le gouvernement les enverra que leur vraie bataille va commencer. Ce qui veut dire beaucoup de la part du chef des révolutionnaires et homme le plus recherché du monde. Et ça montre que ces chevaliers divins pourraient représenter une vraie menace. D'ailleurs, si on veut aller plus loin, le nom donné en français de chevalier divin est mal traduit. Le nom a été traduit de l'anglais avec une petite modification. Le vrai nom de ce groupe est God's Knights, voulant littéralement dire les chevaliers de Dieu et non les chevaliers divins, qui se dirait Divine Knights. Cette faction pourrait alors être sous les ordres de Dieu et donc dans ce cas Dim, ce qui leur donnerait une plus grande importance et pourrait expliquer pourquoi Dragon pense que leur apparition signifierait le vrai début de la bataille des révolutionnaires. Si l'auteur a attendu jusqu'à maintenant pour les faire entrer dans l'histoire, avec la montée en puissance des pirates, des révolutionnaires et aussi de la marine, pour pouvoir peser dans l'histoire, il serait nécessaire qu'ils soient au minimum plus forts que le Cypher Paul 0. Sinon, ils se feront éradiquer par les nouvelles puissances en un temps record. Mais bon, pour ce qui est de leur niveau, ça, on ne pourra le savoir que dans les prochains chapitres. Donc, on en reparlera en temps voulu. Alors, un autre détail important à noter est que celui au centre de l'image qui les illustre partage une ressemblance frappante au niveau de sa silhouette avec Shanks le Roux. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur les véritables origines de Shanks, lien de la vidéo en description, où on avait conclu que Shanks était probablement un dragon céleste de la famille Figarland. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est du côté du gouvernement et est un chevalier divin? Je ne pense pas personnellement. Une des raisons pour laquelle je ne pense pas qu'il puisse s'agir de Shanks, c'est sa relation avec Wano, Zo et Elbaf. Je m'explique, Shanks est un empereur et un des personnages les plus puissants de One Piece. Tout comme Kaido, qui a réussi à s'emparer de Wano, Shanks a la puissance nécessaire pour soumettre des royaumes comme Wano, Zo ou encore Elbaf. On sait que Wano, Zo et Elbaf, à travers les Kozuki, les Minks et les Géants, sont des nations très proches de l'ancien royaume et possèdent des informations capitales rattachées au siècle oublié. Pour ce qui est de Wano et Zo, c'est sûr, étant donné que les Kozuki ont gravé les poneglyphes et qu'il y a un poneglyphe à Wano, mais aussi à Zo. Et pour ce qui est d'Elbaf, c'est pas encore confirmé, mais c'est très probable. Donc, pour ces raisons, le gouvernement aurait tout intérêt à soumettre ces trois royaumes. Et Shanks, étant donné qu'il s'y est rendu avec Roger, sait non seulement comment localiser ces royaumes, mais aussi connaît probablement tous leurs secrets. Avec sa puissance et ses informations, s'il était sous les ordres du Gorosei, ils auraient déjà le contrôle sur au moins un de ces territoires, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, selon moi, cet homme ne peut pas être Shanks. Mais même si je ne pense pas qu'il est un chevalier céleste, je pense qu'il pourrait y avoir une explication qui pourrait justifier sa ressemblance à ce personnage, et c'est un lien de parenté. Alors, en alliant les révélations du film Red à la ressemblance entre ce personnage et Shanks, une théorie intéressante voit le jour. On sait, grâce aux révélations d'Oda dans le magazine 4 milliards lié au film Red, que Shanks a été retrouvé par Roger et Rayleigh dans un coffre abandonné à God Valley, après le combat contre Rox. Aussi, pendant le film Red, lorsque le Gorosei apprend qu'Uta est la fille de Shanks, il s'interroge sur le fait qu'elle soit de la famille Figarland, impliquant que Shanks appartient à cette famille. En prenant en compte le lieu où il a été retrouvé et la remarque du Gorosei,
On vient donc à la conclusion que Shanks est probablement issu de la famille Figarland, qui serait une famille de nobles qui résidait autrefois sur God Valley, expliquant pourquoi leur fils, Shanks, aurait été retrouvé abandonné sur place. Mais même si Shanks a été abandonné, il reste probablement des membres de la famille Figarland chez les Dragons Célestes. Shanks pourrait alors très bien avoir un frère, qui lui aurait pu survivre en étant sauvé par ses parents ou d'autres Dragons Célestes, et qui aurait plus tard rejoint l'ordre des Chevaliers Divins. Il serait alors son jumeau et Oda lui aurait donné le même style que lui, expliquant la ressemblance entre leurs silhouettes. À travers ce parallèle déjà utilisé par l'auteur pour Doffy et Corazon, Oda pourrait montrer à quel point l'environnement dans lequel on grandit, chez les pirates de Roger pour Shanks et chez les Dragons Célestes pour son frère, peut former nos valeurs et nos croyances et déterminer la personne que l'on devient. Donc voilà, on ne nous a pas donné beaucoup d'informations sur ces chevaliers divins, mais on a essayé d'en tirer le maximum pour formuler une théorie plausible. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Mais bon, ça ne reste qu'une théorie, du coup donnez-moi vos avis dessus en commentaire. C'est tout pour l'instant concernant les chevaliers divins. Du coup, après avoir parlé de tout ça, la discussion des révolutionnaires s'oriente bien sûr autour de l'accident concernant le roi Cobra, qui était d'ailleurs le sujet principal autour de l'intrigue de Sabo et de la rêverie. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Cobra? Très vite, Sabo confirme qu'il s'agit d'un mensonge, même s'il souligne quand même le fait qu'il a été bénéfique pour lui et pour l'armée révolutionnaire, étant donné que c'est cet événement qui non seulement a permis de lui créer cette réputation d'empereur des flammes et de porte-étendard des révolutionnaires à travers le monde, mais qui a aussi motivé de nombreuses nations à se rebeller contre le gouvernement mondial. Du coup, pour nous permettre de mieux comprendre les événements de la rêverie et ce qui s'est passé avec Cobra et Sabo, on a le droit à un flashback. Dans ce dernier, on peut voir l'attaque des révolutionnaires sur Marie-Joise, la destruction des réserves alimentaires des Tenryubito, ainsi que de leurs symboles, et la libération des esclaves détenus par ces derniers. On voit aussi les combats entre les commandants et les amiraux qui ont été envoyés pour défendre la Terre Sainte et protéger les dragons célestes. Il se trouve que les combats se sont déroulés en 1 contre 1, Karasu contre Fujitora et Morley contre Ryukugyu. Mais, il faut dire les faits, le chapitre montre clairement que les amiraux étaient limités dans leurs actions et n'étaient pas capables de se battre à plein pouvoir. On voit, littéralement, un dragon céleste menacer Ryukugyu de le faire exécuter s'il devenait une victime collatérale de son combat. Et on a aussi Fujitora qui se fait dissuader pour ces mêmes raisons de faire intervenir un météore. Donc, ça explique pourquoi les révolutionnaires ont pu, lors de leur assaut sur Marie-Joise, constituer un vrai problème pour les amiraux, qui étaient bridés par leurs devoirs envers les dragons célestes. C'est d'ailleurs grâce à la diversion créée par ces combats que Sabo a pu s'infiltrer dans le château de la Pangée, où il a croisé Kuma, ainsi que Saint Rosward et Charlos, qui d'ailleurs ne semblait pas avoir renoncé à s'emparer de la princesse Shirahoshi. Et c'est justement pendant l'infiltration de Sabo qu'on apprend quelques détails intéressants qui nous permettent de formuler des théories. Déjà, le garde du corps assigné à Vivi était Rob Lucci, ce qui pourrait vouloir dire qu'il est peut-être, par responsabilité, aidé à s'échapper même contre le gouvernement, ce qui semble invraisemblable, mais pourrait être l'explication de comment Vivi a réussi à fuir Marie-Joise, sachant qu'elle était probablement une cible du Gorosei. On sait de Lucci qu'il fait des caprices, comme avec Spandam à Enies Lobby, où il a volontairement laissé Chimney les suivre juste parce qu'aucun ordre ne lui avait été donné. Ou encore récemment, quand malgré les conseils de Kaku et Stussy et l'interdiction du gouvernement d'engager en combat un empereur sans permission, Lucci a quand même attaqué Luffy, montrant que selon ses humeurs, Lucci peut faire entorse aux règles et aller contre le gouvernement. Comme quoi, même les assassins du Cypher Pole gardent toujours des émotions humaines. Après tout, si on y prête attention, quand Vivi annonce qu'elle préférait que Garp soit chargé d'elle parce que Lucci ne saura pas la protéger comme il n'a pas su protéger Shirahoshi, on peut lire de la frustration sur le regard de Lucci. Et ce serait son sens du devoir, étant celui avec la mission de protéger Vivi, qui l'aurait poussé à l'aider à s'échapper discrètement, même contre les désirs du gouvernement. Mais par contre, pour ce qui est de son père, les choses ont été beaucoup plus tragiques. Il a été assassiné et une photo a été prise de Sabo au-dessus du cadavre de ce dernier, le faisant passer pour son assassin, mais
le chapitre semble impliquer que quelque chose d'autre est arrivé. On se rappelle tous que Cobra était venu à Marie-Joise avec 2 missions majoritairement. Déjà, soutenir l'éradication des corsaires, à cause de ce qui s'était passé avec Crocodile et Alabasta, mais il était aussi venu pour questionner le Gorosei sur les actes des anciens membres de la famille Nefertari et du gouvernement mondial. Et si on sait une chose sur le Gorosei à travers l'incident d'Ohara, c'est que poser trop de questions sur le passé et l'histoire peut mener à la mort. À la fin du chapitre, lorsque Cobra se prépare pour son audience avec le Gorosei, on peut le voir demander à ses gardes du corps de rester avec Vivi plutôt que de l'attendre en dehors de la salle. Et c'est sûrement cette décision qui lui aura été fatale, ne le laissant donc qu'entre les mains du Gorosei et de ceux qui sont à leur service. Ce serait donc pendant ou après son entretien avec ces derniers et après leur avoir posé trop de questions sur le passé et sur le gouvernement mondial que Cobra aurait été assassiné par ces derniers. Retrouvé plus tard mort par sabot dans le château de la Pangée, personne n'aura pu assister à l'assassinat de Cobra, laissant la photo prise de sabot près de son corps comme seule explication possible de sa mort. Ce qui se serait réellement passé pourrait alors être beaucoup plus élaboré. En examinant l'angle relativement haut de la photo prise de sabot, on peut théoriser que l'image a été probablement prise par un escargophone faisant office de caméra de surveillance, et cette image aurait été envoyée à Morgans par le Gorosei pour faire porter le chapeau aux révolutionnaires. Ce qui était un scénario parfait et crédible pour le monde, étant donné que l'assassinat a eu lieu en même temps que l'assaut des révolutionnaires pendant la rêverie, faisant des rois alliés au gouvernement mondial des cibles assumées de ces derniers, et expliquant pourquoi les populations ont tout de suite cru à ce mensonge. Mais hélas pour le Gorosei, la chance était du côté des révolutionnaires, étant donné que cette fausse accusation a finalement joué en leur faveur et n'a fait qu'attiser les flammes de la rébellion. Donc, c'est tout ce qu'on a concernant l'assassinat de Cobra, mais je pense que l'auteur va bientôt nous en révéler plus concernant cet accident. Donc, on est pressé de la sortie des prochains chapitres. Avant de conclure, il y a d'autres éléments intéressants du chapitre qu'il faudrait noter. Déjà, pendant le combat contre les amiraux, on nous révélera la vraie nature des pouvoirs de Karasu, qui a en fait mangé le fruit de la suie, qui est une substance de particules de carbone souvent retrouvée sous forme de fumée. Ces pouvoirs semblent donc être du type Logia, étant donné qu'en soi, la suie n'est pas tangible. On peut voir dans le chapitre Karasu se dématérialiser, et on peut aussi noter que les balles le traversent, ce qui est caractéristique des types Logia généralement. Cependant, il faut préciser que même si elle est intangible la plupart du temps, la suie peut devenir tangible, surtout lorsqu'elle se mélange à certains éléments, ce qui pourrait expliquer comment il arrive à créer des corbeaux solides arrivant à porter des personnes. Donc, en somme, Karasu a mangé le fruit de la suie, probablement un Logia, qui lui permet de manipuler la fumée comme il le souhaite, mais aussi de la modifier et la rendre solide pour créer des corbeaux et peut-être même d'autres objets ou animaux. Techniquement, il est seulement limité par son imagination, son endurance et sa capacité de production. Aussi, quelque chose d'autre concernant le Cypher Pole cette fois, pendant le combat entre les amiraux et les révolutionnaires toujours, tous les anciens membres du CP9 qu'on avait perdu de vue sont brièvement aperçus, et en se basant sur leur présence à la rêverie et sur leurs tenues qui sont semblables à celles de Lucci et Kaku, ils semblent avoir tous rejoint le Cypher Pole 0. On peut alors voir ce chapitre comme la confirmation que tous les anciens membres du CP9 ont rejoint le CP0, ce qui est toujours bon à savoir. Et enfin, pour finir, Joel Riboni nous fait aussi une apparition dans ce chapitre, et on peut même l'avoir infiltré dans ce qui semble être le même château que Sabot, expliquant pourquoi Bonnie avait dit avoir croisé Sabot sur Marie-Joise dans le chapitre 1062. Et la voir, ça me fait aussi me demander qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Egghead. Est-ce que Bonnie a accédé aux souvenirs de Kuma? Comment la situation de Vegapunk a évolué? Est-ce que les navires de Teach et du gouvernement sont arrivés? Même si j'attends avec impatience les réponses à ces questions, personnellement, je suis en train de kiffer les aventures qu'on a en dehors d'Egghead. Et avec l'intrigue posée dans ce chapitre, j'aimerais qu'on règle ça avant de retourner sur l'île. Et je pense que c'est l'intention de l'auteur. Du coup, c'est tout pour la review de ce chapitre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve qu'il était plutôt intéressant, mais je veux savoir ce que vous en avez pensé. Qui pourrait être l'homme à la silhouette mystérieuse? Est-ce que ça serait Shanks? Si ce n'est pas lui,
Qui est-ce que ça pourrait être? Selon vous, qu'est-il arrivé à Cobra? Vous pensez quoi des combats entre les amiraux et les révolutionnaires? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a du lourd qui arrive pour vous, alors soyez prêts. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates et portez-vous bien.